bonjour à tous, nouveau CQFR. Alors, avant de commencer, ceux qui sont YouTube peuvent le voir, je n'ai pas mon micro devant moi, la qualité de son risque d'en être impactée, j'en suis vraiment désolé. Sachez qu'on est bien conscient, et on l'a déjà dit plusieurs fois, on ne devrait même plus devoir le répéter, on devrait juste se débrouiller pour que ça fonctionne, mais effectivement, on a encore des petits problèmes avec nos micros, des câbles, enfin bref, tout un tas de trucs. La qualité de son en est impactée. Je suis bien conscient que bientôt, on n'aura plus d'excuses là-dessus. L'idée, c'est de vous proposer un contenu qualitatif constamment, sans qu'il y ait des pépins tout le temps. On a fait des progrès, mais on n'est pas encore au niveau auquel on veut être. Donc, j'espère vraiment que dès demain, cette histoire sera réglée pour de bon. En attendant, aujourd'hui, je suis désolé, je vais le faire avec le micro de mon ordinateur, ce CQFR. Voilà pour la petite parenthèse sonore. Je suis rejoint évidemment par Shai. Shai, on va décrypter. Il y avait une grosse nuit NBA. Il y a eu beaucoup de matchs et pas mal de performances, de matchs intéressants. Et je te propose qu'on commence avec celle des Timberwolves, avec cette victoire de Minnesota contre Boston, 114-109 après prolongation. Première défaite de la saison pour Boston, match très intéressant de la part de Minnesota, 38 points d'Anthony Edwards. C'était un choc entre la première attaque et la première défense. Et le constat que j'en ai eu en regardant j'ai pas regardé tout le match, des bouts du match, la fin et le début notamment, c'est que cette équipe de Minnesota, effectivement, elle défend très 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 bien, notamment grâce à Rudy Gobert, et Anthony Edwards est vraiment en train de passer un cap sous nos yeux. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette victoire intéressante et de cette première défaite du coup de Boston? C'est ça, il n'y a plus d'équipe invaincue en NBA parce que voilà, avec cette défaite des Celtics, c'était les derniers qui restaient, qui étaient invaincus. Et je suis d'accord avec toi. On savait que les Wolves avaient besoin cette saison de rester et de même devenir une défense encore plus forte qu'elle ne l'était l'année dernière. Et ce que je remarque, c'est pas pour attaquer notre copain Kat, mais c'est que ça s'est fait sans Kat quasiment, qui a été en difficulté en attaque. Enfin, il n'a pas pesé, quoi. Il met 7 points, il a des problèmes de faute, il se fait expulser en prolongation. Les séquences où Boston était bien, c'est quand Kat, je trouve, était très léger en défense, pour pas dire plus. Et que ce sont surtout Gobert et Edwards qui ont été très bons dans leur domaine respectif. Tu vois, même ouais, voilà. Mais tu sais, il y a l'action où Gobert se fait postériser par Jaylen Brown. Je trouve que 4 sur l'action, c'est ultra léger. Par exemple, tu vois, c'est une des actions qui a été marquante pendant le match. Bon, alors, sans vouloir, on va justement pas tirer que sur 4 et essayer d'être positif avec le reste. Edwards qui prend feu offensivement, il fait 38 points. Il fait une super prolongation parce que le match a été en prolongation. 9 rebonds, 7 passes, 15 sur 25. Il fait une super partie. C'est le genre de match qu'on attend de lui maintenant que Minnesota lui a donné les clés et qui doit passer le cap qu'on attend. Et Rudy a été bon. Son double-double, 14 points, 12 rebonds. C'était très bien d'avoir réussi à faire cette prestation-là contre ce qui était pour l'instant la meilleure équipe de l'Est à minima et une des meilleures équipes de la Ligue. Donc, ouais, j'ai bien aimé ce qu'a fait Minnesota. Oui, il y a un truc pour Rudy, une autre stat que je crois que c'est plus 24 son différentiel sur 41 minutes, sur un match aussi serré qui se joue en prolongation, plus 24, c'est énorme. Je le trouve engagé, je le trouve... alors, il défend même bien à l'extérieur sur des grands. Il y a des moments, il met une espèce de pression sur Luke Cornett. Je pense que Luke Cornett, il avait qu'une envie, c'était de se rasseoir sur le banc, de mettre son survêt et de rester là jusqu'à la fin du match au chaud tranquillement. Mais ouais, grosse défense, McDaniels. Edwards aussi se donne en défense. Il y a des mecs. Conley a été un très bon défenseur pendant une partie de sa carrière et forcément, il a moins les jambes, mais il est toujours là pour défendre. Kat, c'est différent. Après, voilà, ça devient un gimmick un peu chez nous, on aime bien taper dessus. Si juste doit aller une petite stat pour 4, mais je pense qu'elle est un peu symbolique, c'est que sur les 10 tirs qu'il prend, il y a 7 tirs à 3 points. Il n'en met qu'un seul. Mais voilà, ça c'est. Après, c'est un peu. Déjà, il apprécie de prendre beaucoup de tirs à 3 points, puis il est un peu obligé pour étirer les lignes dans ce 5 majeur un peu spécial. Mais ça marche quand même plutôt bien. Je trouvais que les Timberwolves sont athlétiques, sont longs, et Anthony Edwards, le jeu, on sent que le jeu s'est ralenti. Pour lui, c'est une sensation un peu bizarre quand on regarde. Par exemple, pour Wembanyama, je sens que le jeu parfois est encore rapide. Tu vois. C'est pour faire une comparaison avec un rookie qui vient d'arriver. J'aurais pu citer d'autres rookies, mais vraiment un qui nous marque, qui fonctionne déjà bien. Mais tu sens que des fois, le jeu Wembanyama, il ne maîtrise pas encore pleinement les matchs. Là, Edwards, il arrive à ce stade de sa carrière où tu sens qu'il commence à prendre pleinement le contrôle des matchs. Et c'est exactement ce qui s'est passé en prolongation. Tu l'as dit, il a été excellent en prolongation. Il a mis 8 points en prolongation. Et voilà. Et il y avait un duel à distance avec Tatum qui était intéressant.
Mais ouais, je pense que ça peut être une vraie belle victoire pour les Timberwolves. Après, on sait que leur problème, c'est la régularité. Est-ce qu'ils arriveront à être réguliers? Mais c'est un succès qui montre que bah, voilà, c'est une équipe qui a de l'ambition. Et voilà, elle joue les Celtics. Alors, ok, il manquait d'Eric White, hein, ça joue aussi. Mais très belle victoire, je trouve. Ouais, ils ont réussi à faire shooter Boston sous les 40%, à ce que Boston soit maladroit à 3 points, 28%. Il y a eu beaucoup de pertes de balles aussi à Boston, enfin des trucs très évitables qu'on voyait plus. Tatum, 6 pertes de balles. Bon. Offensivement, il a été encore là, hein, il est sur cette dynamique de campagne de MVP que tu souhaites tant. Il a été bon, hein, mais j'ai pas trouvé les Celtics mauvais, mais je les ai trouvés ouais, un peu perturbés par l'effort d'en face. Et que Minnesota fasse ça contre une aussi bonne équipe, c'est super. Et que Kat soit en difficulté contre une bonne équipe, c'est malheureusement pas surprenant. Et faudra voir s'il arrive à éviter ce genre de prestations. Alors, si Minnesota gagne, c'est pas un problème. Mais dans une série de playoffs, tu vois, si le joueur qui est censé être à minima la deuxième option est en difficulté comme ça et est en difficulté aussi en défense, bah, c'est un peu plus problématique. On est en début de saison, Minnesota 4-2, c'est plutôt bien. Yes, on va passer à la grosse performance de la nuit, c'est celle de Joel Embiid. Ouais. Alors bon, c'est pas pour nuancer, pas du tout. Enfin, si, pardon, c'est pour nuancer. Ouais. Au final, je nuance quand même, mais ça n'enlève rien même si je nuance, ça n'enlève rien à la performance. Par contre, voilà, les Sixers ont battu les Wizards 146-128. On sait que la défense des Wizards, elle est catastrophique et Joel Embiid a donc mis 48 points. 17 sur 25 au tir. C'est pas le dernier qui va cartonner contre Washington. Je pense que beaucoup d'équipes vont cartonner contre Washington. Mais sa performance est quand même impressionnante. Il met 29 points dans le troisième quart-temps à 10 sur 10 au tir. Alors les Sixers ont arrêté de défendre par un moment dans le match, mais en tout cas, Embiid a été énorme. Et ce que je note, au final, encore peut-être plus que les 48 points, c'est encore un match à 6 passes décisives pour Joel Embiid, qui a perdu qu'un seul ballon. Et ça continue, je pense, de conforter cette idée que Nick Nurse, le système installé avec beaucoup moins de pick and roll, du jeu un peu plus rapide, plus de main à main, etc., où Embiid combine mieux avec les extérieurs, notamment Tyrese Maxey, bah, ça fonctionne bien. Et Philly est sur 5 victoires de suite. Ouais, et puis il fait cette perf en 30 minutes, hein, enfin, ou 31 minutes. Il fait ça avec une facilité déconcertante. Il y a bien eu ce coup d'accélérateur là dont tu parles dans le troisième quart-temps pour les mettre vraiment hors d'état de nuire au score, même s'ils n'ont pas besoin de grand monde ils peuvent le faire par eux-mêmes, les Wizards, depuis le début de la saison. Mais c'est oui, Embiid dominant, comme on l'a vu parfois l'année dernière, enfin très souvent l'année dernière, facilité déconcertante. Et moi, ce que je note, c'est que c'était la première de Nicolas Batum aussi, oui. Qui a fait de bons débuts. Il a joué que 17 minutes en sortie de banc, il a mis ses shoots, 11 points à 4 sur 5, 2 rebonds, une interception. Voilà, c'était des débuts. Alors, c'est pas l'équipe la plus compliquée à affronter, hein, mais alors qu'il y avait des rumeurs de retraite supposée qui demanderaient à être coupé, tout ça, bah là, il avait l'air très content d'être là et ça s'est bien passé, donc c'est une bonne nouvelle. Ouais, et puis 10 points pour Bilal Koulibaly, l'autre français sur ce match qui joue pour les Wizards. Bilal Koulibaly, voilà, il a joué 19 minutes, il a mis 10 points. C'est toujours bon à prendre avec 3 rebonds et un bloc. Voilà les stats pour Bilal Koulibaly. Allez, je vais te laisser le choix du prochain match qu'on peut aborder. Comme j'ai dit, il y avait une nuit assez chargée. Quelle autre performance, au-delà de ces 2 matchs qui me semblaient incontournables, quelle autre performance t'a particulièrement marqué? Alors, sur les matchs, moi j'ai regardé pas mal Brooklyn-Milwaukee. Cam Thomas, 45 points. Le gars chaud comme une baraque à frites depuis le début de la saison. Donc ils ont perdu, hein. Les Nets ont perdu. Yanis s'est un peu fâché en deuxième mi-temps. 36 points, 12 rebonds. Lillard, 21 points. Mais je note, je veux pas du tout enfoncer Lillard qui est en train de s'acclimater à une nouvelle équipe, mais défensivement c'est toujours aussi compliqué. Tous les arrières qui affrontent les Bucks, alors ils vont pas tous mettre 45 points, mais ils font tous des cartons. Et Cam Thomas avait absolument pas peur de Lillard. Il met un shoot du logo à un moment, alors que c'est Lillard qui est sur lui. Enfin, il a absolument pas peur. Je retiens que Milwaukee arrive quand même à gagner ce match, mais qu'il y a encore du travail. Il y a encore pas mal de boulot pour que tout le monde se mette bien dedans. Middleton est toujours ou limité ou absent. Voilà, c'est en maturation. Il y a beaucoup de boulot. Après, là, Middleton, il a peut-être fait son meilleur match Oui, c'était sur la situation globale que je dis ça. Mais oui, tu as raison. 15 points, 4 passes. Après, bon, voilà, Milwaukee, on sait que c'est encore en rodage. Puis Cam Thomas, bon, c'est un scoreur. Après,
Je me demande est-ce qu'il peut être autre chose qu'un scoreur dans cette ligue. Je ne suis Ouais. pas encore convaincu là-dessus, mais par contre, c'est un vrai sacré scoreur. Je suis d'accord, voilà, il score Il méchamment prend fort quand même. 33 tirs quand même. Ouais. Il ne fait rien d'autre que scorer. Je ne sais pas, donc celui-là, j'arrive pas à voir. À la fin de la saison, ce qui sera intéressant de faire à la fin de la saison, c'est de regarder toutes les fois où Cam Thomas a marqué 30 points. Il y en aura un paquet, il y en a déjà plusieurs, ça doit être déjà le 4e match depuis le début. Et de regarder combien de fois les Nets ont gagné sur ses performances. Ouais. Où les fois il a marqué plus de 30 points. Et en combien de tirs à chaque fois. Tout ça, ça va être intéressant. Sachant qu'il n'a pas un mauvais pourcentage, il fait 17 sur 33, il est au-dessus de 50%, mais il prend 33 tirs et 16 tirs à 3 points. Il prend 16 tirs à 3 points. Il a pris plus de tirs. Attendez, regardez, ça c'est une stat folle. Il a pris plus de tirs à lui tout seul. Ah non, pardon. Non, mais presque. Alors presque. Que tous les autres du 5. Ouais. Que tous les autres joueurs du 5 majeur. Sachant qu'il joue quand même avec Ben Simmons, Michael Bridges, qui prend 21 tirs, Dorian Finney-Smith et Spencer Dinwiddie. Et à lui tout seul, il a quasiment pris plus de tirs que ces 4 mecs-là. Et c'est quand même un. Mais bon, on verra à la fin, puis ça reste. Un bon croqueur comme on les aime, c'est ça que tu veux nous dire. Ouais, c'est un peu l'idée. Mais bon, on verra. Il y avait un autre match marquant que j'ai oublié, il y a la première de James Harden quand même. Oui, première de James Harden avec les Clippers, défaite des Clippers contre les New York Knicks, 97 à 111, comme quoi même en alignant 4 All-Stars, 4 futurs probables Hall of Famer, tu peux perdre contre les Knicks qui n'étaient pas dans leur meilleur état de forme. 111-97, donc je disais, et 17 points de James Harden à 6 sur 9 au tir, 6 passes, donc dans les stats, comme ça, c'est plutôt propre. C'est correct, ouais. Mais moins 18 de différentiel, c'est le plus mauvais différentiel du match, et en fait, le 5 majeur des Clippers, donc avec Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard, Ivica Zubac, termine avec un différentiel négatif de moins 13. Après, bon, c'était leur première, on va voir s'ils peuvent trouver leur marque, mais est-ce que tu penses que ce 5 peut perdurer? Est-ce que c'est juste qu'il y a besoin de trouver le rythme, les repères ou... Ouais, je vais attendre un petit peu pour dire ça, mais j'étais pas non plus ultra convaincu par ce 5. En fait, moi, je sais que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui aimeraient qui pensent qu'il faut refaire sortir Westbrook du banc. Moi, c'est plutôt Harden que je ferais sortir du banc, même si c'est peut-être politiquement pas très acceptable pour eux. Donc, je sais pas si ce 5-là peut marcher, on va attendre un peu, mais ils ont quand même réussi à relancer les Knicks, quoi. Ils ont réussi à relancer Julius Randle, qui était sur le pire début de saison en termes d'adresse presque de l'histoire de la NBA. Voilà. Et là, hop, d'un coup, ça allait mieux. Donc, 27 points de rebond pour Randle. 9 sur 21, il ne fait pas le match de sa vie, mais... Attends, l'échelle de Randle, 9 sur 21, c'est propre. Hein. Voilà. Lui, dans sa tête, là, il doit se dire j'étais propre ce soir. RJ Barrett était revenu après 1 ou 2 matchs d'absence, 26 points, il a fait du bien. J'ai pas trouvé les Clippers fantastiques, sans surprise vu le score, mais je vais pas être trop sévère, on va attendre. C'était son premier match Harden, il a pas joué depuis très longtemps quand même. Donc on va dire qu'il y a peut-être on va lui laisser un peu d'acclimatation à ce 5 avant de tirer à boulet rouge sur cette possibilité de ce serait juste du clinquant plus que de l'efficace, mais j'imagine pas Tyronn Lue s'entêter si ça fonctionne pas. Je pense quand même un moment. Non, mais il faut attendre une dizaine de matchs. De toute façon, il faut voir. Moi, j'ai pas regardé. Je vais me faire ça en replay. Ça m'intéresse un peu de voir quelles ont été les premières combinaisons. Par contre, j'ai vu une image que j'ai vue, c'est Harden qui défend. Faut le dire vite, faut l'écrire vite. En gros, il se fait prendre un rebond, mais dans le dos, parce qu'il n'est pas du tout attentif. Puis derrière, il se prenne un 3 points parce qu'il n'est pas du tout attentif. Enfin bon, sur cette action-là, après, c'est qu'une action isolée. Hein. Je ne peux pas juger, mais tu sens que ce n'est pas l'engagement total en défense. Bon, mais à la base, cette saison, Terrence Mann était titulaire, on est d'accord? Oui. Et là, il était absent. Enfin, j'attends de voir quand il sera... Parce que là j'avoue que je ne sais pas pour quelle raison il était absent, s'il était blessé ou autre, mais il n'était pas sur la feuille de match, si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas vu. Peut-être que ça changera. Là, ce 5-là était là, dans ce contexte-là. Je ne sais pas si après, ils vont le maintenir. Mais oui, bon, pour la première, voilà, les plus taquins noteront que Harden a perdu avec les Clippers contre une équipe qui était avec une confiance totalement en berne. On verra la suite. Si je peux rajouter. Alors, hier, on a fait un podcast sur les conclusions hâtives. Je vous invite à aller regarder et à écouter ce podcast qu'on a fait avec Théo sur toutes les conclusions hâtives du début de saison. Je vais en rajouter une. Je pense que les Clippers sont trop vieux et ont perdu trop de défense
Alors trop vieux, ils sont pas non plus. C'est pas des joueurs qui sont à l'hospice, mais avec les blessures, tu te dis ça rajoute du poids sur les années. Et je trouve qu'ils ont perdu trop en matière de défense pour vraiment jouer le titre cette saison. Bon après, hein, on verra. Ça va être de toute façon, c'est toujours sympa une équipe où il y aura Harden, Westbrook, Kawhi et Paul George. Ça va être marrant en fait dans tous les cas. Si ça gagne, ça sera beau de voir quatre mecs gagner des matchs, et s'ils perdent, de toute façon, on pourra se marrer. Donc, Bah oui, tous les cas, ils ça ont sera, joué. sera- Ils, sera ils arrêtent, sympathique, mais ils arrêtent pas de dire quatre gars de South California ensemble et tout ouais, pour faire une belle ouais. histoire. Ça peut faire une très belle histoire, effectivement, sur le plan local et tout, comme ça peut être un couac total s'ils n'arrivent pas à s'entendre. Voilà. Bon, on verra. Il faudra leur laisser quand même une bonne dizaine de matchs pour voir s'il Oui, faut oui, oui. changer quelque chose dans ce 5 majeur ou Mm. pas. Euh, on peut passer à un autre choc. C'était celui entre Miami et les Los Angeles Le Lakers. remake des Victoire. finales 2020. Ouais, 2020 exactement. Et victoire du Heat 108-107. Match serré, les Lakers sont revenus sur le fil. Victoire avec 28 points de Jimmy Butler, que jusqu'à présent, il avait été pas très bon, on va pas se mentir, sur le Discret. début de saison. Mais Mm. là, voilà, face à LeBron, ça montre que Butler choisit peut-être un peu ses matchs. Et il y avait surtout une très très grosse perte de Bam Adebayo, Ah 22 ouais. points, 20 rebonds, 10 passes, 2 interceptions, 2 contre le grand Bam Adebayo. Le Bam en triple-double avec 20 points, 20 rebonds, c'est pas mal. Face à Anthony Davis qui s'est blessé et qui a été limité à 25 minutes. Ouais, c'est ça, blessé à la hanche, Anthony Davis. Donc, ces fameuses petites blessures qui pourrissent ces saisons et les saisons des Lakers, qui obligent LeBron à faire des matchs comme il a encore fait ce soir, cette nuit. Oui, ouais. 30 points, franchement, il est encore très bon parce que il fait encore des actions insensées pour son âge. Il fait un chase down block. Je sais plus qui il va contrer de Miami. Tyler Tyler Hero. Hero, ouais. Tyler Hero, pareil, quelques dunks où tu te dis, bon, athlétiquement, ça n'a pas de sens. Mais oui, ces blessures d'Anthony Davis qui continuent malheureusement de pourrir le truc. Je pense, avec un peu de chance, ce ne sera pas de trop longue date, mais on est obligé d'être fataliste et de se dire, ça va arriver 3-4 fois dans la saison. Peut-être qu'il va arriver diminué en playoff. Il manquait déjà du monde en plus à Los Angeles. Il manquait Gabe Vincent qui n'était pas là pour le Ouais. retour à Miami. Il manquait Rui Hachimura. Le banc était très limité. Ils ont joué qu'à 8 joueurs, dont Max Christie Ouais. et Cam Reddish. Et pourtant, ils sont revenus. Ils avaient une dizaine de points de retard. Ils sont revenus sur la fin du match. Et très bizarre, il n'y a eu aucun panier. Il y a eu un lancer de LeBron à 3 minutes de la fin. Et après, il n'y a plus de panier du tout. Il ne sait plus rien. C'était des ratés des deux côtés. Et ça s'est fini avec un point d'avance pour le Heat. Des ratés sur ratés. C'était très bizarre comme fin de match. Mais bon, ouais, les Lakers, là où ça sent pas bon, c'est vraiment que y a déjà toute cette pression sur LeBron. Alors Austin Reeves monte un peu en puissance, c'est plutôt intéressant. Mais quand il faut que Davis soit là, quoi. Faut plus qu'il y ait ces pépins, c'est pas possible. LeBron, il va tirer la langue au bout d'un moment. Il est tout surhumain qu'il est. S'il va pas, il arrive plus à éviter les blessures. On le sait quand il y a de la charge sur lui. Et c'est bien pour ça qu'ils avaient parlé de réduire son temps de jeu sous la demi-heure de jeu. Et au final, je leur dis à chaque fois qu'il y a un match des Lakers, mais c'est pas possible. Enfin, Je pense qu'il y a deux joueurs clés à Los Angeles, Austin Reeves et Rui Hachimura, un peu comme pour les playoffs. La blessure de Davis, évidemment, c'est très problématique en défense. Mais je pense qu'avec la venue de Christian Wood, il va rentrer dans le 5 majeur, il va mettre 20 points, 10 rebonds. Il va faire exactement en attaque ce que fait Anthony Davis. Alors, mais en défense, après, en défense, évidemment, non, pas pareil. ouais. Et c'est un vrai point important. Mais j'en viens à Reeves. Déjà, je trouve que ça fait 2-3 matchs que Reeves commence à avoir un peu plus de responsabilité à nouveau en attaque. Et lui se remet en rythme. Et ça, je pense que c'est bon pour les Browns, c'est bon pour les Lakers. Ouais. J'apprécie le fait que les Browns lui fassent confiance. Et c'est pas juste parce que j'ai une affection pour le joueur. J'aime bien Austin Reeves, mais bon, après, je suis capable de mettre mon affection de côté. Je pense juste que pour les Lakers, c'est une bonne chose. Et je pense que Rui Hachimura doit aussi avoir un vrai rôle à jouer. En gros, exactement comme pendant les playoffs. C'est ça qui a bien fonctionné. Je dirais même que c'est même ça qui avait déjà bien fonctionné dans la deuxième partie de saison qui a emmené les Lakers en playoffs. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à pas céder au réflexe de dire OK, on est en galère, donnons tout à LeBron. Ouais, laissons aussi Austin Reeves et Hachimura assumer des responsabilités. Ça devrait le faire. Wood, il va mettre ses points. Je pense que les Lakers finiront par se relever, mais ça promet une saison un peu irrégulière quand même du côté de Los Angeles. T'as vu qui était titulaire au poste 4 à Miami? Ton copain Haywood machin, ah oui, machin Highsmith, comme tu l'appelais. Haywood Highsmith, oui. Ouais, et bon, c'est juste pour anecdote, ils vont encore faire du bricolage comme ils peuvent toute la saison entre les joueurs qui vont ressortir de J-League
et ceux qui seront disponibles, quoi. Mais juste pour finir sur Austin Reeves, il passe quand même pas loin du triple-double, 23 points, 10 rebonds, 9 passes. Donc effectivement, Ouais. il y a quand même un petit regain de forme. Voilà. Et dans tout ça, on n'a même pas parlé pour l'instant de Victor Wembanyama, parce que Oui. c'était pas la meilleure soirée du monde, je pense, pour Victor Wembanyama. Pour les Spurs tout court, ouais. Les Spurs se sont fait allumer par les Pacers, 152 à 111, ce qu'on appelle une défense passoire. Ouais. Il n'y a rien qui allait. Alors, c'était le premier back-to-back de Victor Wembanyama en NBA. Et bon, on a senti qu'il y avait de la fatigue juste après avoir laissé filer la victoire contre les Raptors. 24 heures après, les Spurs donc se font ouvrir. Et Wembanyama joue 21 minutes, 13 points à 3 sur 12 au tir. Il a mis des lancers, il a mis 2 paniers à 3 points sur ces 3 paniers. Donc 13 points, 10 rebonds, 2 blocs en 21 minutes. Mais ouais, soirée un peu cauchemar pour les Spurs. Soirée difficile, ouais. Le Greg Popovich des années 2000, tu lui aurais dit ton équipe un jour elle va prendre 152 points en 4 quarts, dans un match sans prolongation. Je pense qu'il aurait pété un plomb à l'époque déjà. Mais j'ai l'impression qu'il il accepte la situation. Il sait que c'est une équipe en développement. Il a quand même dit qu'ils étaient tous nuls sauf 2. Hein. Ah ouais. Les 2 en question, c'est Keldon Johnson et il l'a peut-être pas dit comme ça. Il n'a pas dit que Zach Collins et Keldon Johnson ont été les seuls qui se sont battus, quoi, grosso modo. D'accord. Ouais. Tous les autres, dont Wembanyama, vous pouvez vous poser des questions. Mais ce que je retiens, c'est que les Pacers, c'est pas la 2e ou 3e fois qu'ils calent du 140 points ou 150 points cette saison. Ils ont quand même une force de frappe. Ils ont une force de frappe offensive. Aussi. Ouais, ça va être, c'est l'équipe Popcorn, équipe League Pass, avec qui a quand même des aspirations de playoff cette année, mais il se passe toujours des trucs sur les matchs des Pacers. C'est rarement plan quand même. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont aucun gros scoreur en fait. Ouais, c'est ça. Genre là, il y a un seul mec au-dessus de 20 points. Après, ils ont énormément de shoot. Et c'est Ali Burton qui est même pas le meilleur scoreur de base, qui est plutôt le playmaker de l'équipe, mais Buddy Hield, 19 points, qui est pas parti finalement et qui continue d'enquiller les 3 points. En attendant avec les Pacers. En attendant d'être tradé, ouais. Pour Wembanyama, juste, je trouve ce match, on en parlait aussi pareil dans le podcast avec Théo, mais au final, c'est un match logique. Comment dire ? Tu vois, les 38 points, il y en aura d'autres, il y aura d'autres cartons, mais c'est sûr qu'il y aura. Je me souviens qu'avant le début de la saison, quand on avait réfléchi un peu quels étaient les stats potentiels de Wembanyama, on avait un peu ce côté entre 18 et 20 points de moyenne. Ouais. Et donc, ça sous-entend des soirs comme ça à 11-12 points et moins de 45% de réussite au tir. Et c'est exactement là où il est aujourd'hui. C'est un joueur qui prend des tirs difficiles, qui prend des tirs extérieurs. Il y aura de la maladresse. C'est un joueur qui découvre la ligue. Donc, il y aura d'autres matchs comme celui de la nuit dernière et il y aura d'autres matchs comme celui des 38 points contre Phoenix. Je pense même que 38 points, voilà, c'est exactement ce que disait Théo hier, 38 points, ça ne sera pas son record sur la saison. Il y a clairement moyen qu'à un moment, il aille chercher les 40 et quelques points. Je ne serais pas surpris, tu vois, qu'il en cale, je ne sais pas, 44 contre les Wizards ou un truc comme ça, au hasard. Mais il y aura aussi d'autres matchs comme ça et c'est un apprentissage. L'idée pour lui maintenant, c'est de te mettre dans le rythme, enchaîner les matchs. Il aura très vite l'occasion de se rattraper. Ce sera un nouveau défi parce qu'il joue au Madison Square Garden. Donc à chaque fois, il y a une première, il y a un espèce de nouveau challenge. Leur prochain match, là, c'est à New York, au Madison. Et ce sera une bonne opportunité pour lui de rebondir, justement, de se dire, voilà, je sors d'un mauvais match, comment je réagis, ça va être intéressant de suivre ça. C'est ça, les grands joueurs sont censés faire des grosses perfs au Madison Square Garden. On va voir si Victor, vu comment il est, à mon avis, il va quand même vouloir essayer de briller. Ouais. Allez, 2 petits matchs avant qu'on termine. J'aimerais parler brièvement des Nuggets et de Nikola Jokic qui est allé chercher son 108e triple-double en carrière, donc 35 points, 14 rebonds, 12 passes. 108, ça fait que c'est le 4e meilleur, c'est le 4e joueur dans l'histoire qui compte le plus de triple-double. Il vient de dépasser LeBron en ayant joué, accroche-toi bien, 813 matchs de moins. C'est un monstre. C'est impressionnant. Et les Nuggets ont battu les Pélicans 134 à 116. Ils ont galéré. Ouais, exactement. Et c'était sans Jamal Murray. Ils ont galéré, ils ont été menés. Et il a fallu vraiment accélérer après. Évidemment, avec Jokic, c'est plus facile d'accélérer. Il a mis tout le monde en rythme. Il fait son triple-double et ça s'est bien passé. Les Pelicans, c'est un adversaire qui est en difficulté parce que ils viennent de perdre CJ McCollum. Zion fait plutôt une bonne prestation. Il n'est pas loin du triple-double, non ? Je
crois. Ouais, une passe à une passe, 20 points, 10 rebonds, 9 Ouais, passes. il fait son match, mais Le c'était. rookie Jordan Hawkins, pardon, Ouais, excuse-moi, non, ouais, tu fais mais bien de le dire, 31 points. 31 points, ouais, intéressant au scoring. Mais ouais, bon, les, les Nuggets, c'est vrai que tu vois, on en parle à la fin. Ah oui, au fait, Jokic a fait son 8e triple-double. Voilà, ces matchs-là, ils arrivent, même quand ils sont un peu menés pendant les matchs, ils arrivent à. Et même sans Murray, ils arrivent encore à retourner un peu les situations. Michael Porter, il y a une action sympa en contre avec Jokic qui envoie au dunk Michael Porter d'une main. C'est jolie action aussi. Et j'y pense parce que hier, je regardais un top 10 un peu prospectif pour la prochaine draft. Et le numéro 10, dont je ne sais plus si c'est ESPN ou The Athletic. Il y a 2 Français dans le top 5 d'ailleurs. Alors voilà, il y a 2 Français dans le top 5, mais surtout, il y a encore un Serbe qui s'appelle encore Nicolas. Nicolas Topic. Voilà. Ah oui, c'est Après comme les Nicolas. Pokémon, il y a Voilà, Jovic. c'est l'évolution. Jokic, Jovic et Nicolas Topic. Donc, encore un Serbe qui va débouler. Voilà. Oui, et du coup, je disais 2 Français, Alexandre Alexandre Sarr. Sarr et Zachary Rizaché. Ouais. Alexandre Sarr a annoncé 2 et je crois et Zachary Rizaché 5 pour l'instant, donc Ouais. 2 Français. Donc les talents Sarr qui est en français, Australie, Alexandre on Sarr la qui est en cote. Australie et Rizaché qui est en France pour l'instant. Ouais. Oui, à Bourg, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, j'ai eu Bien, peur. c'est audacieux, c'est bien de tenter. Oui, Et, oui, et- Bourg. et il paraît qu'il faut dire Bourg. Voilà. Oui, Bourg. D'ailleurs, c'était le 3e match de suite à plus de 20 points pour Michael Porter Jr. Il a encore été à 50%. Il a aussi eu 21 points du rookie Julian Strother. Ce qui va être intéressant pour les Pélicans, c'est que Zion va être le meneur, en fait. C'est le meneur du jeu de cette équipe. Ouais. Ça va être sympa à suivre. Juste, si je peux légèrement nuancer pour Jokic, il joue 36 minutes, il prend 24 tirs. Faut voir combien de temps Murray va manquer. Mais je pense pas que c'était le plan de base pour les Nuggets. Jokic ait besoin de s'employer autant, mais bon, on verra. Murray reviendra peut-être prochainement. Mais il n'y a pas d'urgence. Ouais, mais tu vois la rotation des Nuggets dont on parlait et dans laquelle je crois dur comme fer sur les jeunes joueurs qui sortent, les Watson et Strother et ceux qui ont été très bons en pré-saison. Là, sur des matchs comme ça, c'est bien qu'ils aient eu cette opportunité-là de montrer qu'ils allaient contribuer cette saison. Yes. Allez, un petit mot pour la fin. Je voulais en parler. Je voulais finir avec Killian Hayes. Parce que ça fait plusieurs CQFR qu'on répète que c'est bien que Monty Williams le lance, que tout ce qu'il faut, c'est qu'il mette des tirs, mais qu'au moins le fait que Monty Williams continue de lui faire confiance, ça va l'aider à se mettre en rythme. Et ben écoute, c'est le 3e match de suite à plus de 50% au tir pour Killian Hayes. C'est comme l'an dernier, quand il enchaînait les matchs, au bout d'un moment, il commençait à mettre des tirs. Et là, donc 21 points, 4 rebonds, 7 passes, 8 sur 12 au tir. Les Warriors ont légèrement galéré à battre les Pistons. Il a quand même fallu qu'ils accélèrent sur le fil, mais les Pistons ont tenu. Alors, les Pistons ont perdu 6 de leurs 8 premiers matchs, mais je trouve que cette équipe est intéressante. Et je trouve que Killian Hayes, honnêtement, je le répète, est vraiment un bon joueur de basket. Il fait plein de choses. Il faut juste qu'il mette des tirs. Et là, ça fait 3 matchs de suite qu'il met des tirs. Je vois tellement critiqué sur Twitter, et notamment les fans US. Ils le détruisent. C'est incroyable. Je peux même pas... La décence m'interdit de vous donner tous les surnoms qu'il donne à Killian Hayes. Mais honnêtement, très bon match de Killian. Surtout, là, c'est un soir où il y avait 6 absents, je crois, chez les Pistons. Il n'y avait pas Duren, il n'y avait pas Ivy. Ils avaient pas mal d'absents de joueurs malades ou blessés. Et à nouveau, il ne perd pas de ballon sur ce match aussi. Il fait 21 points, 7 passes, il ne perd pas de ballon. Alors, les Warriors ont gagné assez facilement, mais peu importe l'adversaire et comment ça se passe, ça reste un match NBA où il faut montrer qu'il peut être un meneur titulaire. Et là, c'était propre, quoi. Moi, je pense que je suis d'accord. On se répète, mais c'est une saison de développement et il faut qu'il continue, que Monty Williams continue de lui faire confiance. Et je pense que ça va être le cas. Ces derniers temps, là, c'est Marcus Sasser qui joue un peu plus en sortie de banc, mais Jaden Ivey va revenir. Je pense pas que ça change grand-chose dans les plans de Monty Williams, c'est très bien. C'est un bon playmaker. On voit la qualité des passes, les angles qu'il trouve aussi parfois. 3 sur 4 à 3 points ce soir. Ouais, on sait que c'est sa difficulté. Ça n'arrivera pas tout le temps, mais s'il est ne serait-ce qu'à 35%, ce serait déjà une belle augmentation par rapport à la saison passée. On continue, il faut que ça continue comme ça. Ouais, c'est un joueur qui perd, tu as raison de souligner les turnovers, il perd très très peu de ballons. C'est un bon passeur qui perd très peu de ballons, Killian Hayes. Donc c'est quand même un vrai, sachant qu'en plus il défend très bien. Je trouve que c'est un joueur qui a de l'avenir. Il faut juste que le jeu offensif continue
de se décanter. Et puis, si ça vient, ça sera bon pour lui. On va s'arrêter là. Ouais. On a fait long aujourd'hui, mais en même temps, il y avait beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs, ouais. Le CQFR de demain sera sans doute un peu plus court, en espérant vraiment qu'il n'y ait pas de problème de micro. Je vais essayer de m'en assurer de mon côté. Et puis écoutez, merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à aller voir donc le podcast qui a été posté hier, le podcast sur nos conclusions hâtives de ce début de saison. Il y a le podcast Le Hoop Culture est toujours disponible, c'était celui de dimanche dernier. Le Moop Deep, je crois, est prévu pour aujourd'hui, Shai, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que Benjamin avait prévu ça. On vous tiendra au courant évidemment, mais on va le laisser nous donner des nouvelles à ce sujet, mais normalement oui, ça devait être aujourd'hui. Parce que je crois qu'il est censé. Fait du teasing, il a plus le choix. Il est censé. Je crois qu'il va à New York là, hein. Donc il va peut-être faire. Il voulait faire un Moop Deep en direct de New York, donc. Ok, bon, on vous tiendra informé sur tout ça. Et puis ce soir, 23h, Late Session sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Eh bien, écoutez, passez une bonne journée. Puis je vous dis à très vite. Ciao à tous.